Les différents modes de réalisation des services conseils peuvent affecter le succès des transformations en organisation. En effet, du point de vue du consultant, est-ce qu'impliquer le client dans la conduite du changement serait un gage de réussite de tout projet de transformation? Est-ce que donner la maîtrise du changement et créer un buy-in par une collaboration plus étroite permettrait une meilleure appropriation? Je me rappelle d'une de mes premières leçons de mon temps chez Deloitte. You are in the change business. Je vous propose d'explorer ensemble comment le mode d'intervention en conseil peut favoriser une transformation réussie et sur quoi porter attention comme client et comme consultant. Bienvenue à l'épisode 191 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexion, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable et durable de vos organisations. Mes premières interactions avec le monde de la consultation se sont faites lorsque je travaillais pour un grand manufacturier après mes études universitaires. Ma collègue et moi, nous avions identifié une opportunité d'optimisation importante relativement à la chaîne d'approvisionnement. Nous débutions nos carrières et nous voulions faire une différence, mener à terme un projet pouvant générer des millions de dollars de bénéfices. Mais après plusieurs mois de travail, d'analyse et d'élaboration de la solution potentielle, nous nous sommes fait dire par la direction « On paie des consultants assez cher, quand eux, ils parlent, on les écoute. Vous n'êtes pas consultant, concentrez-vous sur votre travail. » Je ne mentirai pas, on s'est fait scier les jambes. Et comme j'étais responsable de l'ensemble des ententes contractuelles avec les consultants à ce moment, j'ai alors demandé à l'un d'entre eux, aujourd'hui président d'une grande boîte conseil reconnue, quel était le chemin pour y arriver. Comment fait-on pour devenir consultant et bien sûr être écouté? Sa réponse, faire une maîtrise, aller travailler pour une grande firme conseil, gagner en expérience et toujours avoir la passion d'aider le client. J'avais la passion, je devais travailler les autres volets. Je me suis mis alors au boulot, réaliser une maîtrise, travailler chez Deloitte ainsi que d'autres grands groupes et bien sûr gagner en expérience. Bien qu'au début de ma carrière, je pensais que les éléments techniques, l'expertise faisaient de nous de bons consultants, ma perspective a changé. Elle est depuis des années tout autre. Je veux partager avec vous cette perspective qui, à mon sens, permet d'assurer la pérennité des changements et le succès des projets en conseil. Débutons par une définition de Peter Block dans Flawless Consulting. Un consultant est une personne en mesure d'avoir une certaine influence sur un individu, un groupe ou une organisation, mais qui n'a pas le pouvoir direct d'apporter des changements ou de mettre en œuvre des programmes. Un gestionnaire est quelqu'un qui a une responsabilité directe sur l'action. Dès l'instant où vous prenez la responsabilité directe, vous agissez en tant que gestionnaire. Le conseiller est d'abord et avant tout un agent de changement. Ce rôle de consultant peut être, bien sûr, interne ou externe, mais l'essentiel est clair, c'est un rôle de conseiller qui vise à créer un changement, une transformation. Ce changement peut être relatif, bien sûr, à la stratégie, à la structure, au processus, au système et même aux compétences des groupes et les différents comportements des équipes. Dans tous les cas, il y a une transformation, il y a un changement. Le consultant doit donc maîtriser différentes compétences. D'abord des compétences techniques, on parle d'expertise spécifique, le savoir-faire, des compétences interpersonnelles, le savoir-être et bien sûr le consulting, le processus conseil en tant que tel, de la phase initiale à la conclusion du processus. Ces interventions visent 3 objectifs. D'abord, établir des relations de collaboration fortes. Ensuite, viser une permanence des solutions, résoudre des problèmes et éviter qu'ils réapparaissent. Troisièmement, s'assurer de donner une attention équilibrée entre les enjeux techniques et relationnels. Lorsque j'ai débuté en conseil, je pensais que les éléments techniques, les éléments d'affaires, étaient l'essence de la contribution. Comme à l'université, où on travaille beaucoup la résolution de cas, on avise le président et hop, on présente la solution, bingo, notre génie prend forme, la solution donne des résultats. Erreur. Le conseil transforme des organisations, le conseil surtout transforme des individus. Edgar Schein explique aussi qu'on peut concevoir le rôle du consultant selon 3 perspectives. Et j'aime bien ces 3 perspectives. D'abord, on a la perspective de l'expert où le conseiller apporte la connaissance et expertise par rapport à un client qui serait plutôt passif. On solutionne des problèmes immédiats et le client est juge du résultat. Il n'y a pas de transfert de connaissances, il n'y a pas d'appropriation de la solution. Le consultant peut aussi agir, selon Edgar Schein, en tant que paire de bras, c'est-à-dire le conseiller a un rôle d'exécutant.
Le client reste en contrôle de l'expertise et guide le consultant dans la réalisation du mandat. Finalement, la troisième perspective proposée par Edgar Schein est celle de la collaboration, où le consultant apporte son expertise et la met en relation avec l'expertise organisationnelle du client. Il y a un travail collaboratif où chacun contribue ensemble à l'identification de la problématique, de la solution et de sa mise en œuvre. Il existe un transfert de connaissances et de compétences entre les équipes qui travaillent ensemble. Il existe une vraie forme d'interdépendance. La perspective du client et du problème est donc capitale. Je vous invite à visualiser un triangle où à chacun des sommets, on retrouve le client, le consultant et le problème. Sur chacune des droites, on retrouve donc différentes relations. La relation entre le client et son problème, la relation entre le consultant et le problème, et la relation entre le consultant et le client. En mode expert, le consultant travaille sur le problème sans porter attention à la relation client-problème. En mode collaboratif, le consultant travaille d'abord sur la relation client-problème, en y apportant son expertise. Travailler en mode collaboratif permet donc plusieurs bénéfices. Changer la relation entre le client et le problème, assurer une compréhension mutuelle du problème, donc les différentes causes potentielles et travailler les problèmes sous-jacents, développer la compréhension des options et des solutions possibles. Ça permet aussi de responsabiliser le client face à ses choix et la mise en place des solutions. Ça permet aussi de favoriser une maîtrise de la transformation par les équipes. Et enfin, ça favorise l'autonomie et le développement des compétences. J'aimerais vous présenter 2 exemples de collaboration qui démontrent comment cette collaboration-là permet justement de prendre forme. D'abord, dans un projet de transformation de chaîne d'approvisionnement où nous avions modelé la transformation par phase afin d'assurer un transfert de connaissances au niveau des équipes. Dans la phase 1, nous pilotions 80% du travail en étant assistés par les équipes dans un mode de 20%, c'est-à-dire que l'équipe est en mode apprentissage. En phase 2, on a alors travaillé dans un mode de responsabilité partagée, 50% en termes de travail et d'accompagnement. En phase 3, on était beaucoup plus dans un mode d'encadrement, c'est-à-dire que 20% du travail était piloté activement par nous, mais 80% du travail était réalisé par les équipes. On était vraiment dans un mode d'encadrement des équipes pour s'assurer que les résultats prennent forme. Deuxième exemple, dans un contexte d'accompagnement de la formulation de la stratégie, nous avions paramétré l'intervention selon les différents champs de compétences des équipes. Nous étions bien sûr maîtres d'œuvre du processus de formulation, mais le client était maître d'œuvre de son ambition et bien sûr de la maîtrise des choix clés de sa stratégie. Toutes les parties prenantes de l'organisation ont contribué à la réflexion et aux priorités, ce qui a bien sûr facilité l'appropriation de la stratégie et la mise en œuvre par les différentes parties prenantes par la suite. Cela permet de satisfaire les objectifs initiaux mentionnés plus tôt. On veut d'abord établir des relations de collaboration fortes, on veut viser la permanence des solutions, donc résoudre des problèmes pour éviter qu'ils réapparaissent, et, comme je le mentionnais, troisièmement, s'assurer de donner une attention équilibrée aux enjeux techniques et relationnels. Rappelez-vous, le client est maître d'œuvre. Il est donc important de comprendre les dynamiques de la relation client selon le positionnement du mode d'intervention, comme je le mentionnais tantôt, par rapport à notre triangle, par rapport à les différentes relations qui existaient entre le positionnement du client, le problème et le consultant. Et ça, ça permet de mieux gérer les attentes, ça permet de mieux gérer l'implication de chacune des parties, ça permet de maximiser la collaboration et surtout de travailler sur la responsabilité du problème et de s'assurer que justement les solutions prennent forme et qu'elles soient permanentes dans le temps. Le client est essentiellement pleinement responsable et est accompagné tout au long du processus conseil par son aviseur, par le conseiller ou le consultant. À l'opposé, on va plutôt parler d'approche en mode expert, comme je le mentionnais tantôt, où le client reste passif. Et dans ce contexte, il existe plusieurs risques importants. D'abord, le fameux rapport tabletté. Enfin, les consultants sont partis, on met le rapport sur la tablette et on passe à autre chose. Un autre risque, on peut parler d'une transformation qui ne prend pas forme, on peut parler d'une non-adhésion à la solution, de la non-permanence de la solution, du cynisme des troupes, beaucoup de frustration et évidemment des impacts financiers décevants. J'ajouterais qu'à ces risques s'ajoutent plusieurs autres pour le consultant. Et ici, je voudrais mentionner un qui est, à mon sens, le principal, c'est la perte de confiance qui existe au niveau de la relation. Évidemment, les pressions opérationnelles sont présentes chez les clients et rendre des ressources disponibles pour collaborer avec les consultants, ça reste un défi important. N'en reste qu'au travers de cette réflexion, les bénéfices les plus importants peuvent être matérialisés
par cette même collaboration. Dans mes premières années en conseil, un client me faisait part de sa perspective sur les consultants. Il disait alors, « On ne vous embauche pas parce que vous apportez quelque chose de nouveau, mais plutôt parce qu'on n'a pas le temps de faire le travail. » Bon, cette approche souligne la mentalité paire de bras qui est beaucoup vue en conseil. Mais après quelques années, ironiquement, un autre client dans la même organisation m'indiquait combien il était frustré de voir les consultants débarquer avec des équipes de juniors qu'il devait former à son écosystème pour les voir à la fin des mandats quitter avec les connaissances et ne rien laisser à l'équipe en place. À travers les années, j'ai vu mes clients désirer être mieux équipés pour l'avenir et rechercher une réelle autonomie. Les donneurs d'ordre recherchent une relation de collaboration où il existe un transfert de connaissances et un accroissement de l'autonomie des équipes. Essentiellement, ils souhaitent maîtriser les leviers de la transformation pour assurer l'adhésion et la permanence des solutions. Bien sûr, certains cherchent encore une solution toute faite, une approche dite plug and play, mais si jamais cela ne fonctionne pas, ce sera toujours la faute du consultant. Je vous amène à vous poser quelques questions. D'abord, si vous êtes un client qui embauche un consultant, quelles sont les contributions attendues par le consultant? Comment voulez-vous développer vos équipes et est-il possible de maîtriser de nouvelles compétences? Explorez comment il peut être possible de réallouer les charges de travail de vos équipes et ainsi créer des interfaces de collaboration. Et si vous êtes un consultant, posez-vous les questions suivantes. Quel type de service conseil offrez-vous? Offrez-vous un service de type paire de bras, une solution toute faite ou un réel accompagnement? Quel est votre rôle dans la transformation? Quelle sera votre implication auprès du client? Quelle est l'ouverture aussi du demandeur, du client pour la collaboration? On ne se le cachera pas, parfois, ce n'est pas possible. La maîtrise du processus conseil est significative dans l'atteinte des objectifs du client. Il est impératif d'avoir un alignement entre les attentes du client et la capacité du consultant à piloter un processus maîtrisé pour y arriver. La consultation en contexte de transformation, c'est une relation de confiance, une relation d'aide et de collaboration, une relation d'engagement qui permet d'avoir un impact sur l'organisation, son équipe et bien sûr son fonctionnement pour aider à réaliser les ambitions de l'équipe et de l'organisation. Ça demande d'être curieux, d'être authentique et professionnel. Ça demande une maturité émotive, une maturité émotionnelle, comme on a pu déjà discuter dans différents épisodes, et ça demande, et bien évidemment, une expertise à partager. Il faut bien comprendre le problème, bien comprendre les enjeux et l'arène politique, et surtout bien comprendre les impacts de la solution et même les impacts de ne rien faire. Cela nécessite aussi la maîtrise d'une approche de résolution, une méthode appropriée. Savoir mobiliser les forces du client, collaborer à construire des relations de confiance et construire la solution, supporter la mise en œuvre et bien sûr, accompagner le client dans l'ensemble de la démarche. En conclusion de cette discussion, j'aimerais vous rappeler qu'il existe différentes approches de service conseil. Le consultant a un rôle d'influence sur l'organisation, mais seul le gestionnaire décide. Les objectifs visés par les interventions sont toujours d'établir des relations de collaboration fortes, de viser une permanence des solutions, c'est-à-dire résoudre des problèmes et éviter qu'ils ne réapparaissent, et s'assurer bien sûr de donner une attention équilibrée entre les enjeux techniques et relationnels. Comme consultant ou comme gestionnaire, pensez à ces éléments afin de bien gérer les attentes et la contribution de chacun à la résolution des enjeux, des problèmes et des transformations nécessaires. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez consulter les notes au www.intelliaconsulting.com/épisode 191 et les notes détaillées et les différentes références complémentaires sont offertes sur la communauté Innovation, Agilité et Excellence Pro. Cette communauté est un espace unique où se retrouvent experts, praticiens et passionnés des sujets du podcast afin d'apprendre, échanger et collaborer pour développer la capacité d'action stratégique. D'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons une excellente semaine.